Depuis l'aube des sociétés humaines, les hommes cherchent des figures capables de guider, protéger, incarner une vision. Dans les tribus primitives, le chef était celui qui savait lire les signes de la nature, organiser la chasse, arbitrer les conflits. Dans les nations modernes, le chef d'État, le dirigeant d'entreprise ou le leader spirituel joue un rôle similaire, apaiser l'incertitude et donner une direction. Pourtant, cette soif de leadership s'accompagne d'un paradoxe fondamental. Si nous désirons être guidés, nous craignons dans le même temps d'être dominés, manipulés, voire trahis. L'autorité attire autant qu'elle effraie. C'est précisément ce paradoxe que Robert Greene analyse dans le 15e chapitre de Les lois de la nature humaine, intitulé « Faire en sorte qu'on veuille vous suivre ». Greene montre que l'autorité n'est pas un simple statut ni un droit conféré par une fonction, mais un art délicat de susciter l'adhésion. On ne suit pas durablement une personne parce qu'elle impose ou parce qu'elle séduit artificiellement, mais parce qu'elle incarne une vision, une cohérence et une autorité intérieure qui dépassent l'ego. D'où notre problématique. Comment exercer une autorité qui inspire et qui dure, dans un monde où la loyauté des foules est volatile, où les illusions de leadership sont nombreuses? Pour y répondre, nous examinerons d'abord la fragilité de la loyauté collective, puis les pièges classiques des faux leaders. Nous explorons ensuite les piliers d'une autorité durable, les différents archétypes proposés par Greene, avant de montrer que toute autorité extérieure repose finalement sur une autorité intérieure. L'histoire des civilisations nous enseigne que les communautés humaines ont toujours eu besoin de figures d'autorité. Dans les sociétés tribales, on élisait ou on reconnaissait spontanément un chef pour mener la chasse, défendre le clan, arbitrer les conflits internes. Mais cette reconnaissance ne signifiait pas soumission absolue. Au contraire, elle s'accompagnait souvent de rituels de contrôle ou de limitation du pouvoir. Dans certaines cultures, le chef devait se soumettre régulièrement à l'épreuve de la force ou du courage. Dans d'autres, il pouvait même être sacrifié si la tribu estimait qu'il avait failli à ses responsabilités. Cette logique perdure aujourd'hui sous des formes plus subtiles. Un dirigeant politique est encensé tant qu'il incarne une vision rassurante, mais il est brutalement rejeté dès que la confiance se fissure. Un PDG est adulé par ses actionnaires tant que les résultats financiers sont bons, mais perd tout crédit après un échec retentissant. Autrement dit, la loyauté envers le leader est conditionnelle, temporaire, soumise à un examen permanent. Robert Greene insiste sur cette ambivalence. L'autorité est désirée et redoutée à la fois. Les peuples, les foules, les groupes projettent sur le leader à la fois leurs espoirs de sécurité et leur peur d'être instrumentalisés. Le chef est celui qui rassure, mais il est aussi celui qu'on surveille. L'un des enseignements majeurs de Greene est que la loyauté ne repose pas sur une rationalité durable, mais sur des mécanismes émotionnels fragiles. La foule, dit-il en s'inspirant des théories de Gustave Le Bon, est dominée par des passions immédiates. Elle peut être galvanisée par un discours, par un geste symbolique, par un sacrifice exemplaire. Mais cette adhésion est toujours réversible. Un leader adulé aujourd'hui peut devenir un paria demain. Les réseaux sociaux accentuent ce phénomène. En quelques heures, une vidéo sortie de son contexte, une phrase mal interprétée ou une décision impopulaire peuvent renverser la perception collective. On passe de l'enthousiasme à la haine, de la confiance à la suspicion. Ce basculement est d'autant plus rapide que l'opinion contemporaine vit dans une logique d'instantanéité. Les exemples abondent. Un artiste ou un sportif porté au pinacle pour ses exploits est aussitôt rejeté au moindre scandale. Un responsable politique célébré pour son charisme est démoli lorsqu'apparaissent ses failles. Ainsi, la loyauté collective est liquide, mouvante, conditionnelle. Pour Greene, la conséquence est claire. Le véritable défi du leadership ne consiste pas à obtenir le pouvoir, mais à le conserver sans se laisser piéger par l'illusion d'une loyauté définitive. Les titres, les institutions, les récompenses ne suffisent pas à garantir une autorité stable. Être nommé président, directeur ou chef n'assure en rien la reconnaissance profonde des subordonnés. Dès lors, un leader doit accepter que sa relation avec ses suiveurs soit toujours précaire. Il doit travailler chaque jour à nourrir cette relation par la confiance, la vision, la crédibilité. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les structures hiérarchiques ou sur la peur, il doit comprendre que l'autorité est avant tout relationnelle. C'est un contrat implicite, fragile, qu'il faut constamment réactiver. Dans un monde où la hiérarchie traditionnelle est souvent contestée, de nombreux leaders croient qu'ils gagneront le respect de leurs suiveurs en se présentant comme des égaux, des compagnons accessibles. Ils cherchent à abolir la distance symbolique qui sépare le chef du groupe, plaisanterie complice, tutoiement généralisé, proximité affective affichée. Pour Greene, cette stratégie est vouée à l'échec. Car l'autorité repose sur un subtil équilibre. Le leader doit rester suffisamment proche pour comprendre et inspirer, mais aussi suffisamment distinct pour incarner un modèle. Trop de familiarité détruit cette aura. On ne suit plus un chef copain, on le tolère ou on s'en amuse. Mais le jour où des décisions difficiles s'imposent, licenciement, sacrifice, choix stratégique, ce leader sympathique se retrouve désarmé,
car il a perdu le capital de respect qui fonde l'autorité. L'histoire politique regorge d'exemples de leaders populistes, élus sur une vague d'enthousiasme grâce à leur proximité avec le peuple, mais incapables de gouverner une fois confrontés aux réalités. La sympathie initiale ne s'est pas transformée en loyauté, mais en déception. Ainsi, Green souligne que chercher à plaire à tout prix est une erreur fatale. L'autorité exige parfois de déplaire pour rester respectée. Une autre tentation fréquente consiste à miser sur le charisme pur, mais dans une logique opportuniste. Le leader, caméléon, adapte son discours à chaque public, dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, multiplie les promesses sans cohérence. À court terme, cette stratégie séduit, car elle flatte les émotions immédiates. Mais à long terme, elle détruit la crédibilité. Robert Greene nomme cette figure le pendré, celui qui flatte au lieu d'élever. C'est un leader sans colonne vertébrale, qui se contente de refléter l'opinion dominante. Mais les contradictions finissent par apparaître, les promesses incompatibles, les discours contradictoires, les revirements trop fréquents. Alors, le masque tombe, et la foule se sent trahie. L'exemple de certains dirigeants politiques modernes est éclairant. Élus grâce à leur capacité à manier les mots et à capter les émotions, ils sont vite accusés de duplicité lorsqu'on réalise qu'ils n'ont pas de vision cohérente. L'autorité charismatique opportuniste est comme un feu de paille, brillante au départ, mais incapable de durer. À l'opposé du populisme ou du charisme opportuniste se trouve un autre piège, celui de l'autoritarisme brut. Certains leaders pensent qu'il suffit d'imposer la peur, la discipline ou la contrainte pour s'assurer de la loyauté de leurs suiveurs. Ils instaurent un climat de surveillance, multiplient les sanctions, étouffent toute contestation. Greene critique vivement ce modèle, qu'il appelle celui du strongman. L'autorité ainsi obtenue est superficielle, elle repose sur la peur, non sur l'adhésion. Et la peur a deux effets pervers, elle génère du ressentiment latent, et elle s'évapore dès que la force du leader faiblit. L'histoire nous montre que les régimes fondés uniquement sur la répression s'effondrent tôt ou tard, car ils n'ont pas su construire une véritable confiance. Un chef militaire peut obtenir l'obéissance par la menace, mais il ne gagnera pas le respect durable de ses soldats s'il ne donne pas de sens à leur sacrifice. De même, un dirigeant d'entreprise peut imposer des objectifs inatteignables sous peine de sanctions, mais il créera davantage de sabotage et de démotivation que de loyauté. Greene conclut, la peur est une arme à double tranchant. Elle peut assurer un contrôle temporaire, mais elle détruit l'autorité durable, car elle prive le leader du ciment le plus puissant, l'adhésion volontaire. Robert Greene insiste, le véritable leadership ne repose ni sur la force brute, ni sur le charisme superficiel, mais sur la capacité à formuler et à incarner une vision. Un leader n'attend pas d'être suivi pour proposer une direction, il devance les attentes en dessinant un horizon commun. La vision est ce qui transcende les intérêts immédiats et unit les individus dans un projet plus grand qu'eux. Elle donne du sens aux sacrifices, de la cohérence aux efforts collectifs. Sans vision, l'autorité n'est qu'un exercice de gestion. Avec vision, elle devient une mission inspirante. Abraham Lincoln, par exemple, n'a pas seulement gouverné en temps de guerre. Il a donné un sens à la guerre de sécession, non pas seulement sauver l'Union, mais construire une nation plus juste, affranchie de l'esclavage. Martin Luther King Jr. a mobilisé des foules non par des revendications techniques, mais par une vision, l'égalité et la fraternité dans une Amérique délivrée du racisme. Dans un autre registre, Steve Jobs a incarné la vision d'une technologie créative, élégante, accessible, qui change le rapport de chacun aux objets numériques. Ces leaders ont suscité une loyauté durable parce qu'ils offraient plus qu'un commandement, ils proposaient une finalité. Greene en tire une leçon, l'autorité durable ne se fonde pas sur des ordres, mais sur une direction incarnée, où le chef devient le symbole vivant d'un avenir possible. Le deuxième pilier est celui de l'exemplarité. On ne suit pas durablement un chef qui exige sans donner, qui impose sans participer. Les suiveurs observent attentivement. Toute incohérence entre le discours et les actes détruit l'autorité. Un leader véritable est celui qui se place en première ligne, qui assume les responsabilités les plus lourdes, qui accepte la critique sans se dérober. Cette cohérence entre la parole et l'action crée une crédibilité puissante, que ni les slogans ni les artifices de communication ne peuvent remplacer. Alexandre le Grand, selon les récits historiques, partageait les épreuves de ses soldats. Il dormait sous la tente, mangeait comme eux, marchait aux côtés de ses troupes. Cette exemplarité nourrissait une loyauté quasi fanatique. À l'époque contemporaine, Nelson Mandela a incarné la réconciliation qu'il prônait. Après 27 années de prison, il aurait pu choisir la vengeance. Mais il a préféré montrer, par ses actes, la grandeur de la réconciliation. Son autorité morale en Afrique du Sud est née de cette cohérence. Greene résume, le respect ne s'achète pas, il se mérite par le comportement. Un leader qui ne se sacrifie pas ne peut pas demander aux autres de le faire. L'autorité durable exige une capacité d'adaptation. Le monde change, les attentes des suiveurs évoluent,
les contextes se transforment. Un leader qui reste figé dans un style ou dans une posture finit par devenir prévisible, et donc vulnérable. Green recommande ce qu'il appelle une agilité stratégique, savoir modifier son mode de communication, ajuster ses priorités, se réinventer sans jamais renier son cap. Ce n'est pas une contradiction, mais une forme de fidélité dynamique. Pablo Picasso a incarné cette souplesse, il n'est jamais resté prisonnier d'un style unique. Du cubisme à la peinture néoclassique, il a su se réinventer sans trahir son identité artistique. Coco Chanel, autre figure citée par Green, a réinventé plusieurs fois la mode féminine, en passant de la simplicité élégante des années 1920 à un retour au tailleur classique dans les années 1950. Elle a compris que l'autorité esthétique ne résiste pas à la répétition, mais à l'innovation constante. Dans le cinéma, Alfred Hitchcock a réussi à maintenir son aura sur plusieurs décennies parce qu'il a su intégrer les évolutions techniques et narratives de son temps, tout en conservant sa signature. Ces exemples montrent que l'autorité véritable n'est pas figée. Elle vit, elle évolue, elle surprend. C'est cette capacité à se régénérer qui lui permet de durer. Robert Greene rejette l'idée qu'il existerait une forme unique de leadership valable en tout temps et en tout lieu. Au contraire, l'histoire démontre la variété des styles d'autorité. Ce qui fait la force d'un leader, ce n'est pas l'imitation d'un modèle extérieur, mais l'adéquation entre sa personnalité profonde et le rôle qu'il assume. Un leader introverti peut exercer une influence immense s'il s'appuie sur sa capacité d'analyse, de stratégie ou de pédagogie. À l'inverse, un leader charismatique brillera par son éloquence et son énergie communicative. La clé, dit Green, est d'incarner un archétype cohérent et reconnaissable, afin que les suiveurs sachent ce que l'on représente. Ainsi, Green propose plusieurs archétypes de leadership, inspirés de figures historiques, artistiques ou politiques, que nous allons examiner. Le libérateur est l'archétype qui incarne l'espoir dans les moments de crise, car il est celui qui promet une sortie de l'oppression, de la souffrance ou du chaos. Sa force vient de sa capacité à offrir un horizon de libération. Ainsi, Martin Luther King Jr. a su incarner le rêve d'une Amérique délivrée du racisme. Son autorité venait moins de sa fonction institutionnelle que de son rôle de porte-voix des aspirations profondes de millions de personnes. De son côté, le fondateur illustre un autre modèle de leadership. Contrairement au libérateur, il ne cherche pas seulement à résoudre une crise immédiate, mais à créer un système, une culture et une organisation durable. En structurant, en établissant des règles et en mettant en place des institutions capables de lui survivre, il inscrit son autorité dans le temps long. George Washington, père fondateur des États-Unis, en est l'exemple emblématique, puisqu'il a su transformer une rébellion en un État stable et légitime. De même, dans le monde de l'entreprise, Steve Jobs a fait d'Apple bien plus qu'une marque, une véritable culture de l'innovation. Cependant, un autre archétype mérite d'être mentionné, l'artiste visionnaire. Contrairement au fondateur, il ne séduit pas par le pouvoir politique ou la structure institutionnelle, mais par une créativité radicale. Il invente de nouvelles formes, dérange, fascine et inspire par sa capacité à imaginer ce que les autres ne voient pas. On peut citer Pablo Picasso, dont chaque période artistique a redéfini les canons esthétiques, ou encore David Bowie, qui a incarné une vision artistique en constante évolution, toujours avant-gardiste et pourtant cohérente. À côté de ces figures, se trouve le professeur ou mentor, dont l'autorité repose sur la transmission et l'élévation. Son pouvoir ne vient pas de la domination, mais de l'éclairage qu'il apporte. Socrate, par le questionnement, forgeait ses disciples sans leur imposer d'idées toutes faites. Plus près de nous, Marie Curie, à travers sa recherche et son enseignement, a inspiré des générations entières de scientifiques. Enfin, le guérisseur incarne une autorité d'un autre type, celle de la paix et de l'apaisement. Contrairement aux autres figures, il exerce une influence douce mais puissante, en donnant aux autres le sentiment d'être compris et réconciliés. Mahatma Gandhi illustre parfaitement cette posture en ayant fait de la non-violence une arme politique, tandis que Desmond Tutu a œuvré à la réconciliation nationale en Afrique du Sud. Ainsi, bien que chacun de ces archétypes, le libérateur, le fondateur, l'artiste visionnaire, le professeur mentor et le guérisseur, incarnent une manière spécifique d'exercer le leadership, tous partagent un point commun fondamental. Leur autorité n'est jamais imposée, mais librement reconnue et profondément désirée. Green avertit, ces archétypes ne doivent pas être vus comme des rôles artificiels à imiter. Ils ne fonctionnent que s'ils correspondent à la personnalité et aux valeurs profondes du leader. Se forcer à jouer un rôle qui ne nous appartient pas conduit à l'incohérence, et donc à la perte d'autorité. Le véritable travail consiste à identifier son propre archétype naturel, puis à le développer de manière cohérente. Un individu créatif doit assumer son rôle d'artiste visionnaire. Un stratège rigoureux trouvera sa force dans le rôle de fondateur. Une personnalité empathique et rassembleuse brillera dans le rôle de guérisseur. L'essentiel est de rester fidèle à une signature d'autorité reconnaissable.
car les suiveurs cherchent dans un leader non pas la perfection universelle, mais une cohérence et une identité claire. Selon Green, le plus grand danger qui menace un leader ne vient pas toujours de ses adversaires, mais de lui-même. Beaucoup s'égarent parce qu'ils cèdent à la tentation de l'ego, plaire, séduire, dominer. Ils deviennent esclaves du regard d'autrui, dépendants des flatteries ou obsédés par leur image. Le véritable leader, au contraire, s'appuie sur une autorité intérieure. Il distingue en lui deux voix. Une voix basse, qui réclame l'approbation immédiate, qui craint le rejet et recherche la sécurité affective. Une voix haute, qui rappelle le cap moral, la mission profonde, l'exigence d'authenticité. Seule cette seconde voix permet de maintenir une autorité durable, car elle libère le leader de la versatilité des opinions extérieures. Green suggère un travail constant de lucidité et d'introspection, apprendre à écouter la voix haute, même lorsque cela implique l'impopularité ou la solitude. Un autre aspect de l'autorité intérieure est la discipline personnelle. Un leader qui ne maîtrise pas ses émotions, qui se laisse dominer par la colère, la paresse ou l'orgueil, ne peut inspirer le respect. Ses failles deviennent visibles et minent la confiance des suiveurs. À l'inverse, celui qui cultive une rigueur discrète devient un modèle silencieux. Son endurance, sa constance et son humilité créent une forme de respect quasi instinctif. L'autorité vient alors non des paroles, mais du comportement. Green cite par exemple Léonard de Vinci, figure de patience et de constance. Par son exigence intellectuelle et artistique, il a incarné une autorité qui ne dépendait pas d'un poste ou d'un titre, mais de la force de son œuvre et de sa discipline intérieure. De la même manière, Warren Buffett, investisseur légendaire, inspire la confiance non parce qu'il fait de grandes déclarations, mais parce qu'il incarne, depuis des décennies, une constance méthodique et une vision à long terme, insensible aux modes ou aux paniques boursières. Green élargit la perspective. L'autorité la plus solide ne se fonde pas sur l'intérêt personnel, mais sur une cause plus grande que soi. Les leaders qui marquent l'histoire ne dirigent pas pour accumuler des privilèges, mais pour servir une mission, une communauté, une idée. Cette dimension de service crée une transcendance. Le leader devient le médiateur entre un idéal et un groupe humain. C'est ce qui explique l'aura indélébile de figures comme Gandhi, qui ne recherchait pas la gloire personnelle, mais l'indépendance et la dignité de son peuple, ou Mandela, qui voyait dans son rôle de président un instrument de réconciliation nationale, et non un trône à défendre. Un leadership ainsi orienté transcende la fragilité de la loyauté collective, car les suiveurs ne suivent pas seulement un individu, mais une mission incarnée. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!